Le soleil de Séville entre par la fenêtre et illumine le salon où moi, Carmen, je passe la plupart de mes journées. L'accident de voiture dont j'ai été victime il y a 3 mois a radicalement changé ma vie. Avant, j'étais une femme indépendante, une travailleuse infatigable dans une agence de publicité, toujours en train de courir avec mon ordinateur portable et mon café à emporter. Aujourd'hui, je suis prostrée sur le canapé, avec une jambe dans le plâtre et plusieurs côtes en cours de guérison. Carmen, chérie, tu as besoin de quelque chose? La voix de Javier m'a sorti de mes pensées. Mon petit ami, un grand homme aux yeux chauds, me regardait avec inquiétude depuis l'embrasure de la porte. Je vais bien, mon amour, ai-je répondu avec un sourire forcé. Je m'ennuie juste un peu. Javier s'est approché et s'est assis à côté de moi, prenant ma main dans la sienne. Tu iras bientôt mieux, tu verras. Le médecin a dit que ton rétablissement était en bonne voie. J'ai acquiescé, essayant de rester optimiste. Cependant, le sentiment d'inutilité me rongeait de l'intérieur. J'étais passée du statut de professionnelle respectée à celui de personne totalement dépendante de Javier et de sa mère, Dolores, pour les tâches les plus élémentaires. Tu veux que je t'apporte l'ordinateur portable? Tu pourras peut-être consulter tes courriels professionnels, suggère Javier. Non, merci. Tu sais que j'ai été mise en congé temporaire. Je ne veux pas penser au travail en ce moment, ai-je répondu, me sentant coupable d'avoir refusé son offre. À ce moment-là, Dolores est entrée dans la pièce. C'était une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris attachés en un chignon serré et au visage perpétuellement sérieux. Javier, mon fils, tu ne dois pas aller travailler, demande-t-elle en regardant l'horloge murale avec insistance. Oui, maman, j'y vais, répondit Javier en se levant. Il se penche pour m'embrasser sur le front. Je serai de retour pour le dîner, mon amour. Repose-toi. Je regardai Javier sortir de la maison, me laissant seule avec Dolores. Le silence qui suivit fut gênant, comme toujours lorsque nous étions seules toutes les deux. Carmen, as-tu pris tes médicaments? Demande Dolores, sur un ton que je ne sais pas s'il faut interpréter comme de l'inquiétude ou du reproche. Oui, Dolores, merci de me le rappeler, répondis-je en essayant de paraître reconnaissante. Dolores a acquiescé et s'est dirigée vers la cuisine. Je l'ai entendu tripoter des casseroles et des poêles pour préparer le déjeuner. Je me sentais inutile, incapable de participer aux tâches ménagères. Avant l'accident, Javier et moi avions parlé d'avoir notre propre appartement, mais maintenant cela semblait être un rêve lointain. Les heures passaient lentement. J'essayais de me distraire en regardant la télévision ou en lisant, mais mon esprit revenait sans cesse à ma situation actuelle. Combien de temps encore devrais-je dépendre d'eux? Serais-je jamais la même qu'avant? Le repas est prêt, annonça Dolores, me tirant de mes réflexions. Elle m'aide à m'asseoir à table, un processus lent et douloureux qui me rappelle constamment ma fragilité. Pendant le déjeuner, Dolores parlait des voisins, du temps qu'il faisait, de tout ce qui pouvait combler le silence. Je hochais la tête et répondais par des monosyllabes, me sentant de plus en plus comme une intruse dans cette maison. Merci pour le repas, Dolores. C'était délicieux, ai-je dit lorsque nous avons terminé. De rien, ma fille, a-t-elle répondu, avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. C'est le moins que je puisse faire. Cette déclaration apparemment innocente m'a fait me sentir encore plus coupable. Est-ce que je faisais vraiment tout ce que je pouvais pour me rétablir, ou est-ce que je me sentais trop à l'aise avec la situation? Le reste de l'après-midi s'écoula dans un brouillard de séries télévisées et de siestes intermittentes. Lorsque Javier rentra du travail, il me trouva à l'endroit même où il m'avait laissé le matin. « Comment s'est passée ta journée ?» me demanda-t-il en m'embrassant doucement. « Comme d'habitude, répondis-je en essayant de ne pas paraître trop morose. « Et toi ?» Javier a commencé à me raconter sa journée au bureau, et j'ai fait un effort pour m'y intéresser. Cependant, une partie de moi ne pouvait s'empêcher d'envier sa vie normale, sa capacité à sortir et à être productif. Ce soir-là, alors que Javier m'aidait à me préparer pour aller au lit, je n'ai pas pu retenir mes larmes. « Qu'est-ce qui ne va pas, Carmen ?» demanda-t-il, inquiet. « Rien, c'est juste que, je me sens tellement inutile, Javier. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir supporter ça, sanglote-je.
Javier m'a serré dans ses bras en évitant d'appuyer sur mes côtes meurtries. Tu n'es pas inutile, mon amour. Tu guéris, et c'est le plus important maintenant. Tu reviendras bientôt à toi-même, tu verras. Ces paroles, bien que bien intentionnées, n'ont pas complètement dissipé mon angoisse. En m'endormant cette nuit-là, je ne pouvais m'empêcher de me demander combien de temps encore j'allais devoir vivre ainsi, totalement dépendante de la gentillesse de Javier et de sa mère, me sentant comme un fardeau pour eux deux. Les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en mois. Mon rétablissement, bien que régulier, semblait avancer à un rythme désespérément lent. Chaque petit progrès était une victoire pour moi, mais je commençais à remarquer que tout le monde ne voyait pas les choses de la même façon. Un matin, alors que j'essayais de faire quelques exercices de rééducation dans le salon, j'ai entendu Dolores parler au téléphone dans la cuisine. Sa voix, bien que basse, atteignait clairement l'endroit où je me trouvais. « Oui, Consuelo, il est toujours là », dit Dolores d'un ton que je n'ai pas reconnu tout de suite. Cela fait presque 4 mois maintenant et elle semble s'être installée définitivement. Je ne sais pas, parfois j'ai l'impression qu'il profite de la situation. Je me suis figée, Dolores pensait-elle vraiment cela de moi? La douleur que j'ai ressentie n'était pas physique, mais émotionnelle, profonde et aiguë. À partir de ce jour, j'ai commencé à remarquer des changements subtils dans le comportement de Dolores. Ses regards sont devenus plus durs, ses commentaires plus acerbes. Un après-midi, alors que Javier m'aidait à changer le pansement de ma jambe, Dolores entra dans la pièce. « Fiston, tu ne crois pas que Carmen pourrait faire ça toute seule ?» demanda-t-elle d'un ton qui se voulait innocent. « À ce rythme, elle va oublier comment s'occuper d'elle-même. » Javier fronce les sourcils. « Maman, tu sais que le médecin a dit qu'il avait besoin d'aide. Je ne veux pas qu'il se fasse du mal. » Bien sûr, répond Dolores, avec un sourire qui n'atteint pas tout à fait ses yeux. Je dis simplement que parfois, un peu d'indépendance ne fait pas de mal. Nous ne voulons pas qu'elle s'habitue à être attendue, n'est-ce pas, Carmen? Je me suis sentie rougir d'embarras et de colère. Dolores, je vous assure que je fais de mon mieux pour me rétablir, ai-je répondu en essayant de rester calme. Bien sûr, ma chère. Je ne pense qu'à ton bien-être, dit-elle avant de quitter la pièce. Javier me regarde avec inquiétude. Ne l'écoute pas, Carmen. Tu sais comment ma mère est parfois. Mais je ne pouvais pas ignorer ce qui se passait. Au fil des jours, les commentaires de Dolores sont devenus plus fréquents et moins subtils. Pendant les repas, elle lançait des phrases telles que « Quelle chance ont certains de pouvoir se reposer toute la journée » ou « Javier, mon fils, n'es-tu pas fatigué de travailler si dur pendant que les autres se reposent ?» Chaque commentaire était comme un coup de poignard dans le dos. Je redoublais d'efforts dans ma réadaptation, j'essayais de prouver que je n'étais pas un profiteur, que je voulais vraiment aller mieux. Mais il semblait que rien ne suffisait à Dolores. Un soir, après une journée particulièrement difficile, pleine d'allusions et de regards méprisants, je me suis effondrée dans les bras de Javier. Je n'en peux plus, Javier, ai-je sangloté. Ta mère pense que je suis un parasite, que je fais semblant pour ne pas travailler. Javier m'a serré très fort dans ses bras. Ce n'est pas vrai, Carmen. Ma mère est juste stressée par la situation. Je vais lui parler, je te le promets. Mais même après que Javier ait parlé à Dolores, les choses ne se sont pas améliorées. Elle est devenue plus subtile dans ses commentaires, mais je pouvais sentir son ressentiment grandir de jour en jour. Un matin, alors que Javier était au travail, Dolores est entrée dans le salon où je lisais un livre. « Carmen, ma chère », commença-t-elle d'un ton doux qui me mit immédiatement en alerte. « Tu n'as pas pensé à chercher un travail que tu pourrais faire à la maison? Ça pourrait te faire du bien, ça t'occuperait. » J'ai pris une grande inspiration avant de répondre. « Dolores, je comprends votre inquiétude, mais le médecin a été très clair. Je dois me reposer et me concentrer sur mon rétablissement. Tout stress supplémentaire pourrait retarder le processus. » Dolores pousse un soupir exagéré. « Bien sûr, bien sûr. Le médecin, toujours le médecin. Et Javier? As-tu pensé au stress qu'il subit en travaillant toute la journée et en devant s'occuper de toi? » Je sentais la colère monter en moi. « Dolores, je t'assure que je pense constamment à Javier.
Cela me fait mal de le voir fatigué, cela me fait mal de ne pas pouvoir l'aider davantage. Mais je fais tout ce que je peux pour me rétablir le plus vite possible. C'est ce que vous dites, murmure Dolores assez fort pour que je l'entende. Mais ce que je vois, c'est une jeune femme qui est devenue très à l'aise avec le fait d'être gardée. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues sans que je puisse les contrôler. Comment peux-tu dire ça, ai-je réussi à articuler entre deux sanglots. Tu crois que j'aime être comme ça, que je ne donnerai pas tout pour retrouver une vie normale? Dolores me regarde avec un mélange de mépris et de fausse pitié. Oh, allez, ne pleure pas maintenant. Tu sais que j'ai raison. Si tu voulais vraiment aller mieux, tu l'aurais déjà fait. Mais bien sûr, pourquoi faire cet effort alors que tu as mon fils pour prendre soin de toi et garder? Assez, criai-je, me surprenant moi-même et Dolores. Vous n'avez pas le droit de me parler ainsi. Vous n'avez aucune idée de ce que je vis, de la douleur que je ressens chaque jour, de la frustration de ne pas pouvoir faire les choses les plus simples pour moi-même. Dolores est restée silencieuse un moment, apparemment surprise par mon emportement. Puis, sans un mot de plus, elle a quitté la pièce, me laissant seule avec mes larmes et ma rage. Ce soir-là, quand Javier est rentré du travail, il m'a trouvé les yeux gonflés par les larmes. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé avec sa mère. Je lui ai dit, cela ne peut plus durer, Javier, ta mère me déteste. Elle pense que je suis un parasite, un fardeau pour toi. Javier m'a serré dans ses bras, son visage était un mélange de tristesse et de frustration. Je suis vraiment désolée, Carmen. Je lui reparlerai. Il faut que cela cesse. Mais tandis que Javier me réconfortait, je ne pouvais m'empêcher de me demander si les choses pouvaient vraiment changer. La tension dans la maison était palpable et je me sentais prisonnière d'une situation qui semblait sans issue. Combien de temps encore pourrais-je supporter de vivre ainsi, sous le même toit que quelqu'un qui me méprisait à ce point? Le lever du soleil à Séville est généralement un spectacle magnifique, le soleil teintant d'or les toits de la ville. Mais ce matin-là, le ciel était gris et menaçant, comme s'il préfigurait l'orage qui allait faire irruption dans ma vie. J'étais sur le canapé du salon, comme d'habitude, essayant de faire quelques exercices de kinésithérapie que le médecin m'avait recommandés. Javier était déjà parti au travail, me laissant seule avec Dolores, une situation qui devenait chaque jour plus tendue et insupportable. J'entendis Dolores s'affairer dans la cuisine, le bruit des casseroles et de la vaisselle s'entrechoquant plus fort que d'habitude. Quelque chose dans l'air me disait qu'aujourd'hui ne serait pas un jour comme les autres. Soudain, Dolores a fait irruption dans la pièce. Son visage était rouge de colère, ses yeux brillaient d'une fureur que je ne lui avais jamais vue auparavant. Elle tenait un seau dans ses mains et, avant que je puisse réagir ou dire quoi que ce soit, elle en a déversé le contenu sur moi. L'eau glacée m'a frappé comme un coup de poing, me trempant complètement. J'ai halté de choc et de froid, incapable de croire ce qui venait de se passer. Dolores s'est écriée, la voix tremblante de rage. La partie est terminée, Carmen. Dolores, balbutiai-je en frissonnant et en essayant de me redresser. Qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire il y a des mois, répond-elle en jetant le seau vide par terre. Te jeter hors de ma maison. Je me suis figée, incapable de comprendre ce qui se passait. Mais je ne peux pas partir. Javier n'est pas là, m'interrompt Dolores, et quand il reviendra, tu ne seras plus là non plus. Et quand il reviendra, tu ne seras plus là non plus. J'en ai assez de te voir ici tous les jours, à profiter de mon fils, à vivre à nos crochets. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes encore faibles m'ont lâché et je suis retombée sur le canapé détrempé. S'il te plaît, Dolores, écoute-moi. Je ne profite de personne. Je fais tout ce que je peux pour guérir. Mensonge, hurle-t-elle en se rapprochant de façon menaçante. Tu es ici depuis des mois, tu ne fais rien, tu ne contribues à rien, tu es une pauvre ordure qui ne peut pas travailler et qui n'a rien à faire dans cette maison. Ces mots m'ont frappé plus fort que l'eau froide. J'ai senti les larmes se mélanger à l'eau qui coulait sur mon visage. Tu ne peux pas me parler comme ça. Tu ne peux pas me jeter dehors. Javier ne le permettrait pas. Dolores laisse échapper un rire amer. Javier? Mon fils a enfin ouvert les yeux. Nous avons parlé hier soir et il est d'accord avec moi. Il ne veut plus de toi ici.
J'ai eu l'impression que le monde s'écroulait autour de moi. Javier avait-il dit cela? Voulait-il vraiment que je parte? Ce n'était pas possible, c'était un mensonge de Dolores. Je ne te crois pas, dis-je en essayant de paraître ferme malgré les tremblements de ma voix. Javier m'aime. Il n'aurait jamais. Assez d'excuses, m'interrompt Dolores. Elle est allée dans ma chambre et est revenue en traînant ma valise. Il l'a ouverte d'un coup sec et a commencé à jeter négligemment mes affaires à l'intérieur. Tu as 5 minutes pour prendre tes affaires et te tirer d'ici. Dolores, s'il te plaît, ai-je supplié, les larmes coulant librement sur mes joues. Je ne peux pas partir comme ça. Je n'ai nulle part où aller. Je dois parler à Javier. Mais Dolores semblait possédée par une rage aveugle. Elle continuait à fourrer mes affaires dans la valise, à froisser mes vêtements, à jeter mes livres sans se soucier de rien. Je me fiche de l'endroit où tu iras. Tu peux dormir dans la rue pour ce que j'en ai à faire. Une pique-assiette comme toi est sûre de trouver une autre poire à parasiter. Je rampais vers elle, essayant de l'arrêter, mais Dolores me poussa violemment, m'envoyant m'écraser au sol. La douleur dans mes côtes pas encore complètement guérie m'a fait gémir. « Lève-toi » cria Dolores. « Lève-toi et fiche le camp d'ici. » Avec difficulté, j'ai réussi à me mettre debout, en m'appuyant sur les meubles. Mon corps tremblait, tant à cause du froid de l'eau que de la peur et de l'incrédulité face à ce qui se passait. Dolores a claqué la valise et l'a traînée vers la porte. Puis elle est revenue vers moi, m'attrapant le bras avec une force que je ne soupçonnais pas. « Dolores, s'il te plaît » j'essayai une dernière fois, ma voix étant à peine un murmure. « Ne me faites pas ça. Laisse-moi au moins attendre Javier. » Mais elle n'a pas voulu m'écouter. Elle me traîna vers la porte, ignorant mes supplications et mes larmes. D'une dernière poussée, il me fit sortir sur le palier de l'immeuble. « Sortez de chez moi » cria-t-il en jetant la valise derrière moi, et ne revenez jamais. La porte s'est refermée, le son résonnant dans le couloir vide. Je suis restée là, trempée, tremblante, entourée de mes affaires qui jonchaient le sol. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer. En quelques minutes, j'étais passée de la convalescence sur le canapé à une situation où je me retrouvais sur le palier, sans abri, ne sachant pas où aller. Les larmes brouillaient ma vue tandis que j'essayais de rassembler mes affaires et de les remettre dans ma valise. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir mes vêtements. La douleur dans mon corps, à la fois physique et émotionnelle, était presque insupportable. Que faire maintenant, où aller dans cet état? Et Javier, avait-il vraiment dit ces choses sur moi? Je ne pouvais pas le croire, mais le doute s'est installé dans mon cœur comme un poison. Assise sur le sol froid du palier, serrant ma valise dans mes bras et sanglotant doucement, j'ai réalisé que ma vie avait irrémédiablement changé en quelques minutes. La sécurité et le confort que j'avais connus, bien que tendus ces derniers temps, avaient disparu. Je me retrouvais seule, blessée et effrayée, face à un avenir incertain. Le bruit de l'ascenseur m'a fait sursauter. Et si c'était un voisin? Je ne pouvais pas les laisser me voir dans cet état. Dans un effort surhumain, je me suis levée, j'ai pris ma valise et j'ai commencé à descendre les escaliers lentement, chaque pas étant un supplice. En sortant du bâtiment, le ciel gris s'est enfin ouvert et il s'est mis à pleuvoir. Les gouttes se sont mélangées à mes larmes alors que je marchais sans but dans les rues de Séville, une ville qui m'a semblé soudainement froide et hostile. La pluie s'est abattue sans pitié sur Séville, transformant les rues pavées en petites rivières. Je marchais sans but, traînant difficilement ma valise, complètement trempée et grelottante de froid. L'eau que Dolores m'avait jetée se mélangeait maintenant à la pluie et à mes larmes, créant un amalgame de misère qui semblait ne pas avoir de fin. Les gens passaient devant moi, se pressant sous leur parapluie, me jetant des regards de curiosité et de pitié. Je me sentais invisible et en même temps exposée, comme si tout le monde pouvait voir l'humiliation et la douleur que je portais en moi. Je ne savais pas depuis combien de temps je marchais. Mes jambes, encore affaiblies par la convalescence, menaçaient de céder à tout moment. La douleur dans mes côtes s'était intensifiée et chaque respiration me rappelait brutalement ma fragilité. C'est alors que j'ai entendu une voix familière m'appeler à travers le rideau de pluie. « Carmen ? Carmen ? C'est toi !» Je me suis retournée avec difficulté, en clignant des yeux pour empêcher l'eau de pénétrer dans mes yeux.
À quelques mètres de moi, sous un parapluie rouge, se tenait Lucia, mon amie de l'université. Son visage est passé de la surprise à l'inquiétude en quelques secondes. « Mon Dieu, Carmen, que t'est-il arrivé ?» s'est exclamé Lucia en courant vers moi et en me couvrant de son parapluie. Les mots sont restés bloqués dans ma gorge. Comment expliquer tout ce qui s'était passé? Comment exprimer l'humiliation, la peur et le désespoir que j'ai ressentis? Dolores m'a jeté dehors, réussis-je à balbutier avant qu'un sanglot incontrôlable ne m'ébranle complètement. Lucia n'avait pas besoin d'en entendre plus. Sans hésiter, elle a passé son bras libre autour de moi, tenant le parapluie au-dessus de nous deux. « Viens, ma chérie. Tu viens chez moi tout de suite, dit-elle fermement en me conduisant avec précaution sur le trottoir glissant. La marche jusqu'à l'appartement de Lucia fut un flou de rues humides et d'immeubles flous. Mon esprit était en ébullition, revivant encore et encore les événements de la matinée. La voix haineuse de Dolores résonnait dans mes oreilles. « Tu es une pauvre femme sale qui ne peut pas travailler et qui n'a pas sa place dans cette maison. » Lorsque nous sommes enfin arrivés dans l'immeuble de Lucia, je me sentais au bord de l'effondrement. Mes jambes me soutenaient à peine et le froid s'était installé dans mes os, me faisant frissonner de manière incontrôlée. « Nous y sommes presque, Carmen. Tiens bon encore un peu », m'a encouragé Lucia en ouvrant la porte de son appartement. Une fois à l'intérieur, Lucia m'a aidé à m'asseoir sur le canapé, sans se soucier du fait que je trempais les coussins. Elle disparut un instant et revint avec des serviettes et des vêtements secs. « Tiens, change-toi avant d'être malade, dit-il en me tendant les vêtements. Je vais te préparer quelque chose de chaud. » Tandis que je me changeais avec des mouvements maladroits et douloureux, j'entendais Lucia dans la cuisine, le bruit réconfortant des tasses et des cuillères remplissant le silence de l'appartement. Quelques minutes plus tard, Lucia est revenue avec une tasse de thé fumante et s'est assise à côté de moi. « Quand tu seras prête, raconte-moi ce qui s'est passé. » J'ai bu une gorgée de mon thé, laissant la chaleur se répandre dans mon corps, et j'ai commencé à parler. Je lui ai tout raconté, l'accident, les mois de convalescence chez Ravière, l'hostilité croissante de Dolores, enfin, l'horrible scène de ce matin-là. Lucia écoutait en silence, son visage mêlant le choc et l'indignation. Lorsque j'ai terminé mon récit, elle m'a serré dans ses bras avec précaution mais fermeté. « Je suis vraiment désolée, Carmen. Je n'arrive pas à croire que Dolores ait pu faire une chose pareille. Et Ravière? Tu lui as parlé? » J'ai secoué la tête, sentant les larmes menacer de remonter. Je n'ai pas réussi à le contacter. Dolores a dit qu'il était d'accord pour me mettre dehors. Mais je ne peux pas le croire, Lucia. Ravière ne ferait pas ça, n'est-ce pas? Lucia fronce les sourcils. Je ne sais pas, Carmen. Mais ce que je sais, c'est que tu ne peux pas retourner dans cette maison. Pas après la façon dont tu as été traitée. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas rester dans la rue et ma guérison n'est pas encore terminée. Je ne peux pas encore travailler, dis-je, le désespoir étant évident dans ma voix. Tu resteras ici, a répondu Lucia sans hésiter. J'ai une chambre libre et tu peux y rester aussi longtemps que tu le souhaites, jusqu'à ce que tu trouves une solution à ta situation. La gratitude que j'ai ressentie à ce moment-là était écrasante. Lucia, je ne peux pas accepter, tu as déjà fait trop de choses. Ne dis pas de bêtises, m'a-t-elle interrompu avec un sourire chaleureux. C'est à cela que servent les amis. D'ailleurs, je ne vais pas te laisser seule pour l'instant. Les heures suivantes se sont écoulées dans un tourbillon d'activités. Lucia m'a aidé à m'installer dans la chambre d'amis, a insisté pour que je mange quelque chose, puis m'a persuadé de me reposer. Allongée dans mon lit, écoutant la pluie frapper contre la fenêtre, j'avais la tête qui tournait. Que allait-il se passer maintenant? Comment allais-je poursuivre mon rétablissement? Qu'en était-il de Ravière? L'incertitude quant à son rôle dans tout cela me rongeait de l'intérieur. J'ai décidé qu'il fallait que je lui parle, que j'entende sa version de l'histoire. Les mains tremblantes, j'ai décroché mon téléphone et j'ai composé son numéro. Il sonna une fois, 2 fois, 3 fois, puis tomba sur la messagerie vocale. Ravière, commençai-je, la voix légèrement fêlée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il faut que je te parle. S'il te plaît, appelle-moi quand tu pourras. J'ai posé le téléphone sur la table de nuit,
me sentant plus seule que jamais. Malgré la chaleur et le réconfort que Lucia m'avait apporté, un sentiment de vide s'était installé dans ma poitrine. Alors que l'épuisement commençait à me gagner, je ne pouvais m'empêcher de me demander comment j'en étais arrivée là. Il y a quelques mois à peine, j'avais un travail que j'aimais, un petit ami merveilleux et des projets d'avenir. Aujourd'hui, tout cela ne semble plus qu'un rêve lointain. Mais malgré tout, une petite étincelle d'espoir s'est allumée en moi. J'avais Lucia, j'avais un endroit sûr où rester. Et même si le chemin à parcourir semblait incertain et effrayant, je savais que, d'une manière ou d'une autre, je trouverais la force de continuer. Sur cette pensée, j'ai sombré dans un sommeil agité, la pluie se transformant en une berceuse mélancolique qui accompagnait mes pensées turbulentes. Les jours suivants se sont écoulés dans un brouillard d'anxiété et d'attente. À chaque sonnerie de téléphone, à chaque notification, mon cœur battait la chamade dans l'espoir que ce soit Javier qui réponde à mes messages et à mes appels. Mais le silence s'éternisait, alimentant mes pires craintes. Lucia a fait tout ce qu'elle pouvait pour me remonter le moral. Elle m'a aidé dans mes exercices de rééducation, m'a préparé mes repas préférés et a même organisé une petite réunion avec des amis communs pour me distraire. Mais l'absence de Javier était comme un trou noir qui menaçait d'engloutir tout moment de joie. C'est dans l'après-midi du 5e jour que cela s'est produit. J'étais assise sur le balcon de l'appartement de Lucia, regardant la vie quotidienne de Séville se dérouler dans les rues en contrebas, lorsque mon téléphone a sonné. Le nom de Javier s'affiche sur l'écran. Les mains tremblantes, j'ai répondu à l'appel. Javier ? Ma voix était petite et effrayée, même à mes propres oreilles. Carmen. La froideur de sa voix me glaça le sang. Ce n'était pas le Javier chaleureux et aimant que je connaissais. J'ai enfin le courage de te parler. Javier, que se passe-t-il ? Ta mère m'a chassé de la maison, elle m'a dit des choses horribles. Cela fait des jours que j'essaie de te joindre. Il y a eu un moment de silence à l'autre bout du fil, puis Javier a parlé d'une voix que j'ai à peine reconnue. Je sais tout, Carmen. Je sais ce que tu as fait. J'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Qu'est-ce que tu racontes ? Je n'ai rien fait, Javier. Ta mère m'a jeté dehors sans raison, elle m'a traité comme si j'étais. Assez de mensonges. L'emportement de Javier me coupe le souffle. Tu pensais que je ne le remarquerais pas, que tu pourrais me voler et t'en tirer à bon compte ? Les mots me frappent comme un coup de poing dans l'estomac. Voler ? Javier, de quoi tu parles ? Je ne t'ai jamais rien volé. Ne fais pas l'innocent, grogne Javier. Il manque 5 000 € sur mon compte. Curieusement, c'est la même somme qui a disparu juste avant que ma mère ne te mette à la porte. Coïncidence ? Je ne crois pas. Le monde semblait tourner autour de moi. Rien de tout cela n'avait de sens. Javier, je te jure que je ne sais rien de cet argent. Je ne t'aurais jamais volé, tu le sais. Comment peux-tu penser cela de moi ? Je ne sais plus quoi penser de toi, Carmen, répond Javier, sa voix est un mélange de douleur et de colère. Je pensais que tu étais différente. Je pensais que tu m'aimais vraiment. Mais tu attendais juste le bon moment pour profiter de moi. Des larmes ont coulé sur mes joues. Ce n'est pas vrai, Javier. Je t'aime. Je ne ferai jamais une chose pareille. Il doit y avoir une explication. La seule explication, c'est que je me suis trompée sur toi, m'interrompt Javier. Ma mère avait raison depuis le début. Tu es un parasite. Tu n'étais avec moi que pour mon argent. Chaque mot était comme un couteau planté dans mon cœur. Non, Javier, je t'en prie. Écoute-moi. Il doit y avoir une erreur. Nous pouvons la réparer ensemble, nous pouvons. Il n'y a rien à arranger, Carmen, a dit Javier avec un ton définitif qui m'a coupé le souffle. Notre relation est terminée. Je ne veux plus jamais te voir ni t'entendre. Et si tu as un peu de décence, tu rendras l'argent que tu as volé. Javier, s'il te plaît, ai-je supplié entre deux sanglots. Au revoir, Carmen, furent ses derniers mots avant de raccrocher. Je suis restée là, sur le balcon, le téléphone toujours collé à l'oreille, écoutant la sonnerie terminer. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui venait de se passer, comment en étions-nous arrivés là, comment Javier pouvait-il croire que j'étais capable de le voler ?
Lucia m'a trouvé ainsi, recroquevillée sur le sol du balcon, pleurant sans retenue. Elle m'a prise dans ses bras sans dire un mot, me permettant de m'épancher. Quand j'ai enfin pu parler, je lui ai tout raconté entre hoquets et sanglots. L'accusation de Ravière, le prétendu vol, la fin de notre relation. Lucia écoutait attentivement, son visage mêlant incrédulité et inquiétude. « Carmen, cela n'a pas de sens, » a dit Lucia lorsque j'ai terminé mon histoire. « Je te connais depuis des années. Je sais que tu ne ferais jamais une chose pareille. »« Je ne l'ai pas fait, Lucia, » ai-je réussi à dire à travers les larmes. « Je ne sais pas d'où vient cette accusation. Je ne comprends rien. » Lucia m'a serré plus fort dans ses bras. « Je te crois, Carmen. Et nous allons aller au fond des choses. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette histoire. » Malgré les paroles réconfortantes de Lucia, je me sentais complètement perdue. En l'espace de quelques jours, j'avais perdu ma maison, mon petit ami, et maintenant ma réputation était remise en question. L'injustice de tout cela m'a submergée. « Qu'est-ce que je vais faire maintenant, Lucia ?» ai-je demandé, me sentant plus petite et plus vulnérable que jamais. « Pour l'instant, tu vas te reposer, » a répondu Lucia avec fermeté. « Demain, nous commencerons à enquêter. Il y a quelque chose de louche dans tout ça, et nous allons découvrir ce que c'est. » Cette nuit-là, allongée sur le lit de la chambre d'amis, je n'arrivais pas à m'endormir. Les mots de Ravière résonnaient encore et encore dans mon esprit. Comment avait-il pu changer à ce point? Comment avait-il pu croire que j'étais capable de le voler? Et puis, au milieu de l'obscurité, une idée a commencé à prendre forme dans mon esprit. Dolores. Elle s'était opposée à notre relation dès le début. Elle m'avait mis à la porte. Serait-il possible que... Non, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Le doute s'installa dans mon cœur, se mêlant à la douleur et à la confusion. Alors que l'aube commençait à percer par la fenêtre, j'ai pris une décision. J'allais aller au fond des choses. J'allais laver mon nom et découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Avec cette détermination, j'ai finalement réussi à sombrer dans un sommeil agité, ignorant que les jours à venir apporteraient des révélations qui changeraient ma vie à jamais. Les jours qui ont suivi l'appel dévastateur de Ravière se sont transformés en un maelstrom d'émotions et d'activités frénétiques. L'incrédulité initiale a fait place à une détermination inébranlable. Je n'allais pas laisser ces fausses accusations détruire ma vie sans me battre. Lucia, fidèle à sa parole, est devenue ma plus fidèle alliée. Nous allons aller au fond des choses, Carmen, m'a-t-elle assuré un matin, alors que nous prenions notre petit déjeuner dans sa petite cuisine. Il y a quelque chose qui ne colle pas, et nous allons le découvrir. Nous avons commencé notre enquête en nous rendant à la banque où Ravière avait son compte. Bien que nous n'ayons pas pu accéder aux détails spécifiques en raison de la confidentialité bancaire, nous avons réussi à confirmer qu'un retrait de 5 000 € avait bien été effectué la semaine précédant mon expulsion de la maison. C'est trop commode, a marmonné Lucia alors que nous sortions de la banque, le soleil de Séville tapant fort sur nous. Juste avant que Dolores ne te jette dehors. Ce n'est pas une coïncidence. L'étape suivante consistait à contacter Anna, ma collègue de travail qui connaissait également Ravière. Nous nous sommes retrouvés dans un café près du bureau, où Anna a partagé de précieuses informations entre deux gorgées de café. Ravière se comporte bizarrement ces derniers temps, confie-t-elle à voix basse, en regardant autour d'elle pour s'assurer que personne ne l'écoute, toujours au téléphone avec sa mère, très nerveux. L'autre jour, je l'ai entendu se disputer avec quelqu'un dans son bureau. Il a parlé d'argent et de tricherie. Chaque nouvelle information était comme un fragment d'un sombre puzzle qui commençait à prendre forme. Mais nous manquions encore de preuves concrètes pour prouver mon innocence. C'est alors que Miguel, un autre ami de l'université qui travaillait dans le domaine de la technologie, nous a proposé une idée risquée mais potentiellement révélatrice. Si Dolores manipule Ravière, elle le fait probablement par le biais du téléphone, a-t-il suggéré, les yeux brillants d'un mélange d'excitation et d'inquiétude. Et si nous examinions les relevés téléphoniques de Ravière? La proposition était éthiquement discutable, mais à ce moment-là, j'ai pensé que je n'avais pas le choix. Avec l'aide de Miguel et quelques manœuvres technologiques d'une légalité douteuse, nous avons réussi à accéder aux relevés téléphoniques de Ravière. Ce que nous avons découvert nous a coupé le souffle.
Il y a eu des dizaines d'appels de Dolores à Javier dans les jours qui ont précédé et suivi mon expulsion de la maison. Certains ont duré des heures. Il lui fait un lavage de cerveau, marmonne Lucia en fixant l'écran de l'ordinateur avec horreur. Mais le coup de massue est venu lorsque Miguel a réussi à récupérer des SMS effacés. Dans l'un d'eux, Dolores écrit à Javier, « C'est fait. J'ai transféré l'argent sur mon compte. Maintenant, nous avons la preuve que nous voulions contre elle. » J'avais l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Elle a planifié tout cela, ai-je réussi à articuler, ressentant un mélange de rage et de douleur qui menaçait de m'étouffer. Fort de ces nouvelles informations, nous avons décidé de prendre le risque le plus grand, entrer dans la maison de Javier et Dolores pour y chercher d'autres preuves. Nous avons attendu qu'ils partaient, sous la surveillance de Lucia depuis la voiture, Miguel et moi nous sommes glissés dans la maison qui avait été la mienne. Mon cœur battait la chamade tandis que nous fouillions chaque recoin, conscients que chaque seconde augmentait le risque d'être découvert. Finalement, au fond d'un tiroir de la chambre de Dolores, nous avons trouvé un petit enregistreur numérique. Les mains tremblantes, je l'ai allumé et j'ai rembobiné jusqu'au jour fatidique. La voix de Dolores était claire comme de l'eau de roche. « Oui, Consuelo, il est temps de se débarrasser de ce parasite. J'ai transféré de l'argent du compte de Javier au mien. Quand nous l'accuserons de vol, elle n'aura aucun moyen de se défendre. Javier verra enfin quelle sorte de harpie elle est, et il la chassera de nos vies pour toujours. » Les larmes coulaient sur mes joues pendant que j'écoutais, un mélange de soulagement d'avoir enfin la preuve et de douleur de la trahison. Nous avons quitté la maison, l'enregistreur bien à l'abri dans mon sac, sachant que nous avions la preuve dont nous avions besoin pour démasquer Dolores et laver mon nom. Ce soir-là, réunis dans le petit salon de l'appartement de Lucia, nous avons discuté de ce que nous allions faire. La vérité devait éclater, mais nous savions que ce ne serait pas facile. Javier était sous l'influence de sa mère depuis des années. Comment réagirait-il en découvrant que la femme en qui il avait le plus confiance l'avait manipulé pendant tout ce temps? Nous devons lui parler, ai-je finalement dit, avec un mélange de peur et de détermination. Il doit connaître la vérité, même si elle est douloureuse. Mes amis ont hoché la tête, m'offrant leur soutien inconditionnel. Je savais que la route serait difficile, mais je n'étais plus seule. Avec la vérité de mon côté et le soutien de mes amis, j'étais prête à affronter tout ce qui se présenterait à moi. Alors que nous planifions notre approche de Javier, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la façon dont ma vie avait changé en si peu de temps. J'étais passée d'une femme heureuse et amoureuse à une personne accusée à tort, et maintenant j'étais sur le point de démasquer un réseau de mensonges et de manipulations. Mais malgré la douleur et l'incertitude, je me sentais plus forte que jamais. J'avais découvert une force intérieure que j'ignorais posséder, et j'étais déterminée à me battre non seulement pour laver mon nom, mais aussi pour sauver Javier des griffes manipulatrices de sa mère. C'est avec cette détermination à l'esprit que je me suis préparée à la confrontation qui allait changer nos vies à jamais. La vérité allait éclater, et avec elle, je l'espérais, la possibilité d'un nouveau départ. Le jour de la confrontation est arrivé plus tôt que prévu. Le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine et les mains tremblantes, je me suis retrouvée devant la porte de l'appartement que je partageais avec Javier. Lucia et Miguel attendaient dans la voiture, prêts à intervenir si la situation devenait incontrôlable. J'ai sonné à la porte, chaque seconde d'attente m'a semblé une éternité. Enfin, la porte s'est ouverte et Javier était là. Ses yeux se sont écarquillés à ma vue, mélange de surprise, de douleur et de quelque chose d'autre. De la culpabilité, peut-être? Carmen, murmure-t-il, la voix à peine audible. Que fais-tu ici? Il faut qu'on parle, Javier, dis-je, surprise par la fermeté de ma voix. C'est important. Laissez-moi entrer. Il hésita un instant, puis s'écarta pour me laisser passer. L'appartement était exactement comme je m'en souvenais, mais il me semblait maintenant froid et étranger. Je me suis assise sur le canapé, la même où, il y a quelques mois, nous avions partagé des rires et des rêves. Javier, commençai-je en le regardant droit dans les yeux, j'ai découvert la vérité sur ce qui est arrivé à l'argent. Son visage a pâli et j'ai cru un instant qu'il allait s'évanouir. Qu'est-ce que tu veux dire, a-t-elle balbutié. Sans détourner le regard, je sors l'enregistreur de mon sac et le pose sur la table basse. J'ai la preuve que ta mère, Dolores, te manipule.
C'est elle qui a volé l'argent et qui m'a piégé. J'ai appuyé sur le bouton « Play » et la voix de Dolores a envahi la pièce, révélant son plan diabolique. J'ai vu le visage de Javier passer de l'incrédulité à l'horreur, puis à une profonde tristesse. Lorsque l'enregistrement s'est terminé, le silence qui a suivi était assourdissant. Javier s'affaisse dans le fauteuil, enfouissant son visage dans ses mains. « Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Ma mère ne ferait pas une chose pareille. Je suis désolé, Javier, dis-je doucement, résistant à l'envie de le réconforter. Mais c'est la vérité. J'ai plus de preuves. Les relevés téléphoniques, les SMS. Votre mère vous manipule depuis des années. Nous avons passé les heures suivantes à examiner toutes les preuves que j'avais rassemblées avec l'aide de mes amis. J'ai vu la réalité s'abattre sur Javier comme un poids écrasant. Son monde s'écroulait sous ses yeux. « Comment ai-je pu être aussi aveugle ?» s'écrie-t-il, les larmes coulant sur ses joues. « Carmen, je suis tellement désolé. J'ai échoué. J'aurais dû te croire. » J'ai ressenti un mélange d'émotions contradictoires, le soulagement d'être enfin cru, la douleur de voir Javier souffrir, et une colère persistante pour tout ce qu'il avait dû endurer. « Javier, ai-je dit après un long silence, je comprends que c'est difficile pour toi. Mais j'ai besoin de savoir ce que tu vas faire maintenant. Votre mère m'a faussement accusé d'un crime. Mes livres, ma réputation, tout est en jeu. » Il acquiesça lentement, une nouvelle détermination brillant dans ses yeux. « Je vais tout arranger, Carmen. Je te le promets. Je parlerai à ma mère, je la confronterai à la vérité. Ensuite, nous ferons une déclaration publique pour laver votre nom. » À ce moment-là, comme si le destin avait décidé d'ajouter du drame à la situation, la porte de l'appartement s'est ouverte. Dolores est entrée, se figeant sur place en me voyant assis sur le canapé. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» s'écria-t-elle, le visage crispé de rage. « Javier, comment as-tu pu la laisser entrer ?» Javier se lève, faisant face à sa mère pour la première fois de sa vie. « Arrête, maman. Je sais tout. Je sais ce que tu as fait. » Le visage de Dolores s'est vidé de ses couleurs. « Je ne sais pas de quoi tu parles, mon fils. Cette femme te remplit la tête de mensonges. »« Plus de mensonges, maman, » s'exclame Javier, la voix tremblante d'émotion. « Nous avons des preuves. L'enregistrement, les SMS, tout. Comment avez-vous pu me faire ça? Comment avez-vous pu faire ça à Carmen? » Il s'en est suivi une scène que je n'oublierai jamais. Dolores, acculée, est passée du déni à la colère, puis à la crise émotionnelle. Dans les larmes et les cris, elle a tout avoué. Comment elle avait manipulé Javier pendant des années, comment elle avait prévu de se débarrasser de moi parce qu'elle me voyait comme une menace à son contrôle sur son fils. « Je l'ai fait pour toi, Javier », s'est-elle écriée en sanglotant. Cette femme voulait éloigner de moi, je ne pouvais pas la laisser faire. Javier, avec un calme qui m'a surpris, a décroché son téléphone et a appelé la police. « Je suis désolé, maman, » dit-il d'une voix cassée. « Mais tu dois répondre de ce que tu as fait. » Les heures qui suivent sont un tourbillon d'activités. La police est arrivée, a pris des dépositions et a finalement emmené Dolores. Javier et moi sommes restés seuls dans l'appartement, épuisés émotionnellement et physiquement. « Et maintenant ?» ai-je demandé à voix basse, sentant le poids de tout ce qui s'était passé. Javier m'a regardé, les yeux pleins de regret et d'espoir. « Maintenant, Carmen, nous allons tout arranger. Nous allons laver ton nom, nous allons récupérer tes livres. Et si tu me donnes une autre chance, je passerai le reste de ma vie à réparer tout le mal que je t'ai fait. » J'ai regardé Javier, l'homme que j'avais aimé, qui m'avait déçu, mais qui était maintenant prêt à faire face à la vérité et à réparer les choses. Je ne savais pas si je pouvais lui pardonner complètement, si nous pouvions reconstruire ce que nous avions. Mais je savais que c'était le début d'un nouveau chapitre de notre vie. Un pas après l'autre, « Javier », ai-je finalement dit. D'abord, il faut laver mon nom. Ensuite, on verra. Lorsque nous avons quitté l'appartement, j'ai eu l'impression qu'un poids énorme avait été enlevé de mes épaules. Le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer librement. La vérité avait éclaté, avec elle,
la possibilité d'un nouveau départ. Ce soir-là, en racontant les événements à Lucia et Miguel, je me suis rendu compte à quel point j'avais changé. Je n'étais plus la femme naïve que j'étais quelques mois auparavant. J'avais fait face à l'adversité, je m'étais battue pour la vérité et j'en étais sortie plus forte. Je ne savais pas exactement ce que l'avenir me réservait, mais j'étais prête à l'affronter, avec ou sans Ravière, mais toujours avec la force et la détermination que j'avais découvertes en moi.